Bonsoir à tous. À la une de ce journal, en pleine crise sanitaire, un don matériel en équipement, un don en matériel médical venant du professeur Maurice Kamto a été jugé irrecevable selon Christian Penda Ekoka. Le coordonnateur de l'initiative Cameroun Survie a été scandalisé d'essuyer un refus catégorique au ministère de la Santé publique, lequel n'a réceptionné aucun équipement médical offert par l'opposant, le professeur Maurice Kamto. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Après une série de reportages d'Equinox Télévision mettant en exergue les inquiétudes et les angoisses des chefs d'entreprise et organisations patronales, des mesures d'assouplissement viennent d'être annoncées à la fois sur le plan économique, fiscal et social, avec à la clé l'annonce d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'appurement des stocks de crédit TVA et une légère augmentation des allocations familiales et d'autres mesures visant l'ouverture des débits de boissons et snack-bars avec des confusions entretenues dans l'esprit des Camerounais. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une scène scandaleuse à laquelle a assisté Christian Penda Ekoka, président du comité de gestion de l'initiative Cameroun Survie. Il s'est rendu au ministère de la Santé publique pour offrir un don venant du professeur Maurice Kamto, don en matériel médical. À la surprise générale, ce don n'a pas été réceptionné. Ils ont essuyé là-bas un refus catégorique du ministère de la Santé publique sans explication claire. Le récit des faits avec Aïk Cyril. Arrivé au ministère de la Santé publique, Christian Penda Ekoka en ressort sans avoir accompli ce pourquoi il a effectué le déplacement. Le président du comité de gestion explique que le ministre de la Santé publique a refusé de recevoir le don de Suivi Cameroun Survival Initiative. Le ministre a refusé de recevoir un don de matériel médical destiné aux professionnels de la santé. Le ministre était bien dans son bureau. J'ai vérifié, j'ai demandé à ce qu'il me reçoive pour que je puisse lui faire part de ce don. Le ministre a refusé de recevoir ce don. Je parle bien du ministre de la Santé. Alors qu'au même moment, il reçoit des dons de personnalités étrangères dans le même but. Sur les raisons de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Santé publique à Survival Cameroun Initiative, Christian Penda Ekoka dit ne rien comprendre. Ça, on ne sait pas. On a laissé une lettre avec une décharge. Il va probablement nous écrire, on ne sait pas pourquoi, mais tout ce que je tiens à vous signaler, c'est que c'est un don de matériel médical destiné aux professionnels de la santé. Je ne vois pas quelle peut être la raison pour laquelle il refuserait de recevoir un tel don. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Il s'agit en réalité de 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux et 950 kits pour tests de dépistage du coronavirus offerts par le professeur Maurice Kamto comme contribution personnelle et individuelle à l'initiative Suivi Cameroun. J'ai le plaisir ce jour de soutenir l'action humanitaire engagée à travers l'initiative citoyenne Survie Cameroun Survival Initiative par la remise du lot de matériel médical et non médical ici présenté et que vous pouvez voir. Ce don est fait à titre personnel, c'est-à-dire par le citoyen Maurice Kamto. Le président du comité de gestion de Suivi Cameroun Survival Initiative explique que s'il a voulu transférer le don au ministre de la Santé publique, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'équipements destinés essentiellement au personnel médical et non au grand public.
Pendant que le gouvernement refuse de réceptionner ce don en matériel médical du professeur Maurice Kamto, certains patients atteints du Covid-19 broient du noir dans certains hôpitaux publics, malgré l'annonce de la gratuité de la prise en charge. De nombreuses familles dépensent des sommes faramineuses pour l'accès au traitement, entre la consultation, le diagnostic, les examens médicaux, les services de réanimation et la prescription des médicaments. Où est cette fameuse gratuité de la prise en charge des cas du Covid? C'est une enquête signée avec Mitterrand Dam et Donald Brice Kamgang dans les hôpitaux agréés Covid-19 dans la ville de Douala, et des témoignages édifiants sur les dépenses faramineuses effectuées par de nombreuses familles dans la capitale économique du Cameroun. Nous avons déjà fait environ 2 jours ou 3 d'hospitalisation et nous sommes pratiquement à 200 000 de dépenses. Ces déclarations sont celles d'une proche d'un patient atteint de coronavirus. Un malade pris en charge à Douala dans un hôpital public agréé par le gouvernement. Les pouvoirs publics déclarent pourtant que la gratuité des soins est consacrée pour les patients Covid dans les centres spécialisés. Mais des plaintes comme celle de cette dame, il y en a des dizaines. Si peu de familles témoignent devant micros et caméras, en raison du regard stigmatisant de la société et la crainte des représailles, le ministre de la Santé publique, très actif sur les réseaux sociaux, est régulièrement saisi par les victimes. À Douala, la quasi-totalité des hôpitaux agréés sont incriminés. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique au quartier Yassa, l'hôpital à Kentini, l'hôpital général entre autres. Dans certaines de ces formations hospitalières, des sous-internes indiquent que les patients Covid s'acquittent des frais d'antibiotiques, des frais de soins, des frais d'examen, des frais d'hospitalisation, excepté la chloroquine et les tests de dépistage. Seul responsable d'hôpitaux à avoir accepté de nous accorder une interview, le directeur général de l'hôpital gynéco parle d'une amalgame. Un malade qui arrive à l'hôpital, il est pris en charge avec nos moyens. Pour ceux que nous n'avons pas, et d'ailleurs l'hôpital ne peut pas avoir tous les médicaments de la terre, d'autant plus que la plupart de ces malades viennent avec ce que nous appelons des comorbidités. Ils sont hypertendus, ils ont du diabète, on a besoin d'autres antibiotiques et nous les envoyons leur donner des ordonnances pour aller acheter les médicaments. Mais sauf qu'il y a dans l'entendement du public comme si l'hôpital devait leur donner de l'argent pour aller acheter les médicaments pour les amener. Nous n'avons pas de ressources, c'est inimaginable d'ailleurs. Le ministre de la Santé publique a reprécisé dans une lettre circulaire aux responsables des hôpitaux publics concernés que la prise en charge des patients Covid est gratuite. Autre récrimination, la question du scanner. Les patients sont encouragés à y faire recours dans les hôpitaux, d'après de nombreux témoignages, en lieu et place des tests de dépistage. La différence est que le scanner permet de détecter rapidement le statut des cas suspects, mais très onéreux. Entre 68 et 100 000 francs CFA en ce moment, dans les hôpitaux publics à Douala. Parce que le scanner, c'est pour un particulier. C'est là maintenant que je rentre. Moi, mes soins se collectent jusqu'à 68 000, je crois, je paye à la caisse. J'ai fait le scanner à 120 000. J'ai fini 50 000 l'autre jour à acheter les remèdes, les chloroquines, les zinc, Donc, c'est un peu ça. Là aussi, le ministre de la Santé publique dit non. Manaouda Malachi vient d'instruire de mettre un terme à l'usage systématique, dit-il, du scanner. Une constance, la prise en charge des patients Covid est onéreuse pour les hôpitaux publics qui n'ont pas pour la plupart reçu de dotations particulières, mais qui doivent supporter les charges supplémentaires de plus en plus asphyxiantes. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une coordination. C'est-à-dire le ministre, pour lui, c'est gratuit. Maintenant, ceux qui doivent mettre les moyens, c'est forcément pas le ministre de la Santé. Peut-être le ministre des Finances ou je ne sais pas moi d'autres, n'ont pas mis les moyens sollicités par le ministère de la Santé. Du coup, le ministre, lui, sait que c'est gratuit parce que le gouvernement, la haute hiérarchie a décidé que c'est gratuit. Maintenant, les moyens seulement ne sont pas mis à disposition. Du coup, quand vous arrivez dans un hôpital, on vous dit, mais nous, on n'a pas, le scanner, il est payant parce que c'est un privé qui a mis son scanner là-bas, et voilà, il faut payer. Donc. La prise en charge d'un malade de Covid-19 coûte 4 millions de francs CFA à l'État, d'après une récente estimation du ministère de la Santé publique. Une pression budgétaire supplémentaire pour un système de santé parmi les moins financés en Afrique.
2 mois après l'apparition de la pandémie du coronavirus au Cameroun, le chef du gouvernement se montre optimiste. Selon Joseph John Gouté, le nombre de personnes déclarées guéries de cette maladie à coronavirus ne cesse de croître et le taux de mortalité des suites de ce virus demeure faible lorsqu'on le compare au nombre de patients testés positifs. Pour le Premier ministre du Cameroun, ces résultats encourageants ont amené le président de la République à décider des mesures d'assouplissement afin de soulager les secteurs durement impactés. Désormais, les débits de boissons, restaurants et lieux de loisirs sont autorisés à ouvrir au-delà de 18 heures avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation sociale. La mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun est également levée. Cependant, le port du masque reste obligatoire et la surcharge interdite. Sur le plan fiscal, il est décidé une suspension au titre du deuxième trimestre 2020 des vérifications générales de comptabilité, le report du délai des déclarations statistiques et fiscales, l'octroi des moratoires et de différés de paiement aux entreprises directement affectées par la crise. Les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Il est prévu un soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'apurement des stocks de crédit TVA en attente de remboursement. La déductibilité totale pour la détermination de l'impôt sur les dons consentis par les entreprises pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans le secteur de l'hôtellerie et restauration, il y a l'exonération de la taxe de séjour pour le reste de l'exercice 2020. Dans le secteur des transports, il est prévu l'exonération de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les taxis et mototaxis, ainsi que la taxe à l'essieu au titre du deuxième trimestre. Pour les commerçants, il est prévu l'exonération au titre du deuxième trimestre de l'impôt libératoire et des taxes communales au profit des petits revendeurs de vivres, la suspension temporaire pour une durée de 3 mois du paiement des frais de stationnement et de surtaxi dans les ports pour les produits de première nécessité. Il est également décidé un cadre de concertation MINFI-MINEPAT avec les principaux acteurs économiques afin d'atténuer les effets de la crise et de favoriser une reprise rapide de l'activité économique. Sur le plan social, il y a la suspension des contrôles sur place de la CNPS entre le mois d'avril et le mois de juin 2020, le maintien pendant les 3 prochains mois du paiement des allocations familiales au personnel des entreprises ne pouvant s'acquitter des cotisations sociales ou ayant mis le personnel en congé technique, l'augmentation du niveau des allocations familiales de 2800 francs à 4500 francs CFA, l'augmentation de 20% du niveau de certaines anciennes pensions, précise Joseph John Gouté, le Premier ministre. Le chef du gouvernement révèle également que de nombreux agents publics ont abandonné leur poste de travail sous prétexte d'un prétendu confinement en raison du Covid-19. Il les somme de regagner sans délai leur unité de service, faute de quoi ils s'exposent aux sanctions disciplinaires. Dans sa communication, le Premier ministre annonce la prorogation pour une durée de 15 jours supplémentaires des autres mesures de restriction prises dans le cadre de la riposte sanitaire. Il demande aux populations de porter systématiquement le masque de protection dans tous les espaces publics et d'éviter les rassemblements. Cette prorogation des mesures de restriction est loin d'être respectée dans le département du Mungo, notamment à Loum, où les enfants censés rester à la maison sont envoyés dans les espaces marchands pour faire du petit commerce, s'exposant ainsi à des risques de contamination communautaire avec un probable impact sur leur famille. C'est une réalité vécue par nos reporters Jacquino Molon et Jean-Paul Chouniat. Arrêt des classes le 17 mars dernier pour épargner les élèves de toute contamination au coronavirus. La majorité des parents dans le département du Mungo ont envoyé leurs enfants dans les rues et marché pour y faire du petit commerce durant ces congés improvisés. Depuis qu'on a fermé l'école, on a de la mer avant.
aller au champ et travailler à la maison. Si on ne vend pas, on n'a pas mangé. On a peur d'attraper le coronavirus, mais on se débrouille aussi quand même un peu. Si on reste à la maison, on n'aurait rien à manger. Il y a des mamans qui appellent le colbos. Sillonnant les marchés de Manjo, Njombe, Loum et Mbanga, le constat est le même. Enfants de tout âge, fourmis entre étalages, couloirs, coins et recoins de ville, dans l'espoir de gagner quelques sous. C'est déplorable aujourd'hui que ces enfants ne soient pas à la maison, mais plutôt dans les marchés en train de vendre à tout vent. Selon des médecins, cette balade des enfants à longueur de journée, côtoyant monsieur tout le monde, sans masque ni respect de distanciation sociale, représente un danger pour les adultes. Les voyons se balader dans des marchés, dans la rue, faire du commerce. Ils sont en fait les premiers vecteurs. Ils vont transporter la maladie vers les ménages. Eux, étant porteurs, ne vont pas manifester la maladie, sauf dans des cas vraiment difficiles. En attendant la reprise des classes, annoncée pour le 1er juin, ces élèves ont encore tout le mois de mai pour circuler dans ces espaces publics. Nous souhaitons que les parents puissent comprendre toutes les mesures de sécurité prodiguées par le gouvernement afin que nous puissions avoir les enfants le 1er juin dans un état sain pour ne pas nous-mêmes nous faire contaminer. Les parents les plus avisés redoutent déjà une propagation accrue du Covid-19 si les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre ne frappent pas du poing sur la table pour obliger les parents inconscients à confiner leurs enfants à domicile. Et comment les pays africains se mobilisent face à la pandémie du coronavirus? La Guinée équatoriale a passé une commande de ces produits qui sont conçus à Madagascar afin de faire face à la pandémie sur son territoire. D'autres pays africains expérimentent des solutions propres et africaines, notamment à travers la pharmacopée traditionnelle, pendant que d'autres émettent des réserves sur de telles démarches prenant en compte les plantes médicinales existantes sur le continent africain. Des précisions avec Eric Watat et Nadine Yambou. À l'aéroport international d'Ivato à Madagascar, des dizaines de cartons de Covid organique de près d'1,5 tonnes. La cargaison est destinée à la Guinée équatoriale. Un avion spécialement affrété par les dirigeants équato-guinéens est arrivé dans le pays pour ramener cette tisane élaborée dans les laboratoires pharmaceutiques de l'Institut malgache de la recherche appliquée. Cette décoction proposée par Madagascar est composée d'artémisia et des plantes médicinales utilisées dans le traitement du paludisme. Ce don, fruit de la coopération entre les deux pays, va permettre de renforcer la lutte contre le nouveau coronavirus. Il est composé d'un lot de 10 000 doses préventives et de 1 500 doses curatives. La Guinée équatoriale est ainsi le premier pays à utiliser cette tisane purement malgache. La Guinée-Bissau, pour sa part, envisage aussi de réceptionner dans les prochains jours le Covid organique. Lors d'un entretien avec son homologue malgache, le président de la Guinée-Bissau a indiqué qu'il pourrait récupérer ces produits et les redistribuer aux pays membres de la CEDEAO. Le président Andry Rajoelina, désormais au cœur de toutes les attentions sur le continent africain, a annoncé dans un tweet une première commande par le Sénégal après une discussion avec Macky Sall. D'après une source proche du dossier à Dakar, le président sénégalais s'est dit ouvert à la réception, mais aucune commande n'a encore été passée. Le président malgache a évoqué il y a quelques jours l'envoi d'une 50aine d'échantillons. La recherche de solutions purement locales contre la pandémie du coronavirus porte également ses fruits en Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce la fabrication d'une tisane à base de plantes et dotée de principes antioxydants et antirétroviraux. De même que la mise sur pied, d'ici le mois de mai prochain, d'un prototype de respirateur spécialement conçu pour lutter contre le virus. Après avoir refusé de prendre le don en matériel médical du professeur Maurice Kamto dans le cadre de l'initiative Cameroun Survie, le ministre de la Santé publique répond au président du comité de gestion de cette initiative. Dans une correspondance adressée à Christian Penda Ekoka, Manaouda Malachiev invite
le président de l'initiative Cameroun Survie à prendre attache avec le ministre de l'administration territoriale en vue de la mise à contribution de ce don au profit du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé publique fait savoir que conformément aux dispositions juridiques relatives à l'appel à la générosité publique et celles portant sur la liberté d'association au Cameroun, je vous invite à bien vouloir prendre attache avec le ministre de l'administration territoriale en vue de la mise à contribution de votre don au profit du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. C'est une correspondance signée du ministre de la Santé publique adressée au président du comité de gestion de l'initiative Cameroun Survie, Christian Penda Ekoka. Évoquons à présent ces employés du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments qui poursuivent leur mouvement d'humeur. Cette fois-ci, ils ont manifesté devant le ministère de la Santé publique. Les employés du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments, ils revendiquent le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire. Les négociations piétinent et ils entendent durcir le ton dès la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter leur délégué de personnel. Nous avons commencé la grève auprès de notre institution, qui est le LANACOM. Nous avons passé lundi, mardi, mercredi, sans suite favorable de notre hiérarchie. Donc si nous on se retrouve ici au ministère aujourd'hui, c'est parce que le ministre de la Santé est notre tutelle technique. En même temps, tutelle technique, il est notre PCA. Donc ce que nous revendiquons ici, c'est pour que, en tant que notre PCA, qu'il fasse à ce que notre revendication, qui est le paiement de 4 mois de salaire, puisse aboutir. Et nous pensons qu'après le week-end, si jusqu'à lundi, nous n'avons pas une information relative au paiement de nos salaires, dès lundi de la semaine prochaine, il ne sera pas possible que le travail continue à avoir lieu au LANACOM. Même pour le top management, parce que nous sommes dans un contexte où le LANACOM est interpellé pour, n'est-ce pas, contrôler la qualité de la chloroquine qui doit être produite et de l'azithromycine dans le cadre de la production avec l'IMPM. Et on ne peut pas attendre de nous autant alors que le personnel jusque-là reste sans salaire. Nous disons donc que dès la semaine prochaine, si notre mouvement de grève ne porte pas de fruits, il ne sera pas possible pour quelqu'un de mettre ses pieds au LANACOM parce que nous réclamons nos salaires. Le torchon brûle entre les commerçants du marché Coaban et la municipalité. Celle-ci a donné 3 jours aux commerçants pour rejoindre le site de recasement au lieu dit entrée-carrière. Ces derniers opposent une fin de non-recevoir, estimant non seulement que le site en question est un terrain litigieux, mais aussi la location des boutiques est hors de portée. La tension reste perceptible entre les deux parties qui restent campées sur leur position. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Tout est parti d'un communiqué publié le lundi 27 avril dernier par le maire de la commune de Kolafamba. Dans cette mise en garde qui reste suspendue, telle une épée de Damoclès au-dessus des têtes des commerçants, il leur est donné 72 heures pour quitter le site où ils exercent actuellement leur activité au lieu dit arrêt bus à Kouaban. Le maire évoque la lutte contre le Covid-19. Un ultimatum que les plus de 2000 commerçants installés sur ce terrain privé n'entendent pas de cette oreille. Quand les Chinois ont commencé à travailler la route-ci, on n'avait pas où aller. C'est comme ça que le maire nous a dit qu'il n'a pas où nous mettre, qu'on se débrouille. C'est comme ça que le sous-préfet, André Noir, à l'époque là, en 2012, qui vient nous mettre ici là. La famille n'a pas refusé. Il se trouve que l'exécutif municipal de Kolafamba, au bout de 7 ans d'inertie, a décidé de faire partie le marché de l'arrêt bus pour le lieu dit entrée-carrière, estimant que la tolérance administrative n'a que trop duré. Vous savez, quand vous allez détruire, on va vous dire, attendez, oui, il y a ceci, il y a les élections. On vous donne toutes sortes de raisons pour qu'on puisse tolérer ce qui n'est pas tolérable. C'est une prérogative régalienne du maire. Nous avons donc décidé de fermer ce marché et de faire en sorte que les commerçants émigrent vers le marché municipal. Et je vais même vous dire que ce n'est pas la mairie qui a construit les boutiques. C'est les commerçants eux-mêmes qui ont construit leurs boutiques. Nous avons tout simplement aménagé un espace. Les commerçants qui refusent de bouger exigent des garanties, estimant que le marché de l'entrée-carrière est bâti sur un terrain litigieux. On ne fait pas le bras de fer avec notre père. Ce qu'on veut, qu'ils nous construisent un marché municipal, on va partir.
Si c'est qu'on part à l'entrée carrière, nous on en a marre. Nous ne pouvons pas quitter sur un terrain privé pour aller encore sur un autre terrain privé. Nous étions à la sous-préfecture tout récemment. J'avais demandé au maire, puisqu'il fait comprendre aux gens qu'il a construit des boutiques à l'entrée carrière. Je lui ai fait comprendre qu'il est sûr de lui qui nous donne les clés au moins de 2 boutiques. Et nous faisons comprendre que les enregistrements étaient gratuits. On est arrivé sur place, on prenait 2 000 et 50 000 francs aux gens. Un argument que le maire de Kola-Famba balaie du revers de la main. J'ai dit aux commerçants, tous les commerçants ont mon numéro de téléphone. Si jamais il y a quelqu'un de la mairie qui les empêche d'avoir accès à une boutique, qu'il m'appelle directement au téléphone, je vais voir de quoi il s'agit et on va régler ce problème. Les boutiques sont accessibles à tous les commerçants. Au demeurant, le propriétaire de ce terrain a voulu obtenir une concession qui a été refusée. Donc ce terrain appartient à l'État aujourd'hui. Il y a des bâtiments qui appartiennent à celui qui s'est prétendu propriétaire du site. Nous allons voir avec lui comment on peut éventuellement, sur le plan humain et social, l'indemniser par rapport aux investissements qu'il a pu effectuer sur ce terrain. Le délai de 72 heures est épuisé et les 2 parties en conflit se regardent désormais en chien de faïence. Les plus de 2000 commerçants poursuivent sereinement leur activité pendant que la mairie de Kola-Famba prépare la phase répressive, c'est-à-dire le déguerpissement forcé. On attend de voir. À la veille de la journée internationale du travail, des dockers sont en colère. Sur la plateforme portuaire, ils ont tenu à manifester leur colère contre les conditions de travail intenables et la non prise en compte de leurs doléances posées depuis de nombreuses semaines, voire même des années dans cette plateforme portuaire. Des précisions dans ce reportage de Isabelle Carole Zoupet. Dans l'ancienne direction des douanes, les dockers du port autonome de Douala manifestent contre les mauvaises conditions de travail que leur impose leur employeur. On souffre trop, vous comprenez non? On n'a pas de garantie. Avant on avait la garantie. Maintenant il a annulé la garantie ce mois-ci. Avant on était au syndicat, maintenant nous sommes en société. On n'a pas de contrat de travail. Le transfert même qui devait nous payer du syndicat pour la société, il n'a rien donné. Maintenant, le dernier bateau même qu'on a travaillé de 17h à 7h, il n'a pas pointé normalement. Vous voulez qu'on aille où? On va sortir de chez nous pour venir faire quoi ici? Le seul problème que nous voulons, notre garantie revient. Pourquoi? Parce qu'un acquis qui est depuis 49, on enlève en 2020. Et pour ce mauvais traitement, ils exigent le départ immédiat et sans condition du directeur général de la Cameroun Docker Service. Georges Francis Moudilène, il doit partir. C'est la même chose qu'il a fait à Camraï. On l'amène ici pour venir nous tuer. Il est déjà tué. Il y a eu déjà plus de 600 personnes, 1700 qui sont partis au quartier. On les a licenciés abusivement, sans les payer. Est-ce que c'est normal? Nous sommes les animaux. Donc, qui part? Nous voulons que Moulin part. Moulin, John Sonsis, John Francis, le directeur général, le CDS, qu'il faut qu'il part. Et quitte le docker. Sans la garantie, là, le docker n'est rien. Mais on n'a pas une somme de base. Les primes de transfert, tout un tas. Nous, là, on siffle. Même la CMPS. Jusqu'à notre départ des lieux, ces grévistes ont continué à manifester sous le regard vigilant des forces de maintien de l'ordre veillant au grain. Jusqu'ici, le top management de la Cameroun Docker Service ne s'est toujours pas prononcé sur les revendications de ses employés. Dans la municipalité de Yaoundé 5, les populations sont inquiètes, notamment en Kolmesen, là où certains habitants ont été sommés de déguerpir. Ils maintiennent leur décision de rester dans leur maison d'habitation, estimant qu'ils ont acquis ces espaces selon la réglementation en vigueur. Un avis que ne partage pas la mairie qui souhaite exploiter cet espace en vue de construire des centres commerciaux. Dès lors, des menaces se multiplient dans cette localité. Des précisions avec Gizogo. Rien ne s'arrange entre les populations de Nkolmeseng et leur mairie dans l'arrondissement de Yaoundé 5. Après notre passage récemment au lieu dit Momo Belngal, l'épicentre de la menace d'expulsion s'est élargi vers une autre zone dénommée Issala-Kwak, transformateur Belibi. En réalité, nous sommes installés ici depuis les années 2010 et nous sommes surpris
qu'en date du 15-4, les agents de la mairie de Yaoundé 5e sont venus apposer des croix de Saint-André sur nos maisons, en nous mettant des convocations sur lesquelles était écrit « Nous sommes sur la parcelle qui était prévue pour la construction d'un marché municipal ». À en croire les populations, les démarches de la mairie sont frappées de beaucoup d'incohérences. Lorsque nous nous rendons donc à la mairie suite à ces convocations, l'adjoint numéro 2 du maire nous fait comprendre qu'au départ c'est une zone verte. Ensuite nous fait savoir qu'en réalité il était prévu la construction d'un marché municipal dans cette zone. Des prétentions qui, selon elle, ne coïncident guère avec les dires des vendeurs de ce terrain. Grande est notre surprise que la mairie maintenant là, on leur donne les pieds, ils veulent la tête. Ils viennent sur le terrain, au lieu de tempérer ce que les propriétaires terriens leur ont dit, ils sont en train de mettre les croix partout en disant qu'on va déguerpir partout. Quand nous remontons vers les propriétaires terriens, ils disent que ce n'est pas ce qu'ils ont dit à la mairie. On ne sait pas qui joue l'autre. En réalité, les vendeurs terrains les ont proposé cet espace que vous voyez derrière moi pour la construction d'un marché municipal. Les populations de ce Salakwak disent vivre désormais dans le désarroi et la peur. Vraiment, nous sommes finis. Nous sommes finis depuis plus d'une semaine. Les enfants pleurent, même moi, la mère, je ne vis pas. Je me demande comment on va faire avec le dehors, ce qui est difficile. On parle de confinement et c'est au moment du confinement qu'on demande que nous détruisons la maison. Aidez-nous, aidez-nous, ne détruisez pas nos maisons. Aidez-nous, aidez-nous. Pour elles, cette situation est d'autant plus douloureuse qu'elles ne savent vers qui se tourner. Nous ne savons vraiment pas quoi faire. Nous ne savons pas à qui s'adresser. Et c'est quoi nous sommes rapprochés de la sous-préfecture. Et la sous-préfecture de Yaoundé 5e nous a fait savoir qu'elle n'était même pas au courant de ce projet de marché dans cette zone. Une preuve supplémentaire, à leurs yeux, qu'il se passe des choses douteuses dans cette affaire. Le président du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications a été limogé après de vives tensions au sein de cette structure. Essana Maramat est éjecté de son siège de PCA à la suite d'un décret présidentiel. Son remplaçant est une femme. La nouvelle présidente du conseil d'administration de l'ART est Justine Difo Chunkam, coordonnatrice de l'organisation de la société civile More Women in Politics. Elle a milité pour l'éveil de la conscience politique des femmes. Elle s'est illustrée également dans les meetings politiques du parti au pouvoir. Un ancien député, Robert Bapolipot, rebondit à la société de recouvrement des créances à la suite d'un décret présidentiel. Il vient d'être nommé membre du conseil d'administration de cette structure publique. Après de multiples échecs cuisants dans sa chasse au lion, Jean-Jacques Ekindi s'est résigné. Le coordonnateur du mouvement progressiste a démissionné de son parti politique et annonce qu'il rejoint les rangs du RDPC, le parti au pouvoir, invoquant l'incapacité de l'opposition à pouvoir impulser une alternance démocratique au Cameroun. Parlons à présent de la société anonyme des brasseries du Cameroun qui annonce un concert live avec la star Petit Pays, retraçant le parcours d'un artiste musicien d'une renommée africaine et internationale, adulé par des générations de mélomanes au Cameroun. Il va se produire en live sur les réseaux sociaux grâce à une initiative mise en place par la société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. Il est sans doute l'artiste le plus prolifique du Cameroun. À son actif, près de 40 albums dont chacun avec son histoire et son succès. Une personnalité musicale qui a influencé de nombreuses générations, mais dont le personnage est une curiosité, voire atypique. Lui, c'est Petit Pays Rabarabi Adonai, le tenant du titre depuis 1987 comme mis le martel. Évidemment, c'est en 1987 que ce digne fils Sawa Dakwa pousse son premier cri musical alors qu'une carrière de footballeur venait de lui glisser entre les doigts. Ça fait mal porte le nom de sa première œuvre, un coup d'essai devenu un coup de maître. Adolphe Claude Alexandre Moudi est son véritable nom, âgé aujourd'hui de 53 ans. C'est le 5 juin 1967 qu'il voit le jour dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Dans sa timide enfance, aucun signe musical ne laissait présager cette carrière de petit Mondi, comme on l'appelait affectueusement. Mon nom c'est Mondi Claude. Mon père s'appelait Mondi et Mondi veut dire en français pays.
Alors le petit du Grand Mundi, petit pays tout simplement. Donc je suis né avec ce nom. Dans ma naissance, on m'a donné ce petit nom, ce sobriquet, Petit Mundi, petit pays. Véritable self-made, petit pays par la force de l'audace. Après ses aînés, les Black Steel, le défenseur des femmes apportera une nouvelle note dans le Makossa. Une note plus langoureuse et sensuelle qu'il dénommera Makossa Love. Cette nouvelle déclinaison du Makossa régnera du haut des cimes durant des décennies sous le signe de Petit Pays. De nombreux albums en solo, comme avec son orchestre Les Sans Visa, il régnera en grand maître. Les Sans Visa qui n'avaient pour visa que leur talent, est ce conservatoire de Petit Pays qui a vu passer des générations de musiciens qui font la fierté du 237 dans le local comme à l'international. De Ça fait mal à la Renaissance, son double album sorti en fin 2018, et Fata est resté au devant de la scène dans le sens propre du terme. Remplisseur de salles et de stades, il n'y a pas de Cameroun sans Petit Pays. Difficile donc de faire sans lui. Mais un Cameroun qui l'accuse de mépris à son endroit à cause de, selon lui, une vraie politique culturelle inexistante. Un Cameroun dont l'industrie musicale est en crise. Un état des lieux qu'il n'a pas hésité de décrier dans ses chansons et même dans ses interviews. J'ai plutôt servi, je n'ai rien fait. Le seul endroit où les humains marchent avec la tête en bas, les jambes en l'air. Mais c'est pas évident parce que bon, vous savez, pendant que les uns essayent de s'entendre, d'autres ne sont pas d'accord. Donc ce qui fait que voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, avec le temps, les choses vont s'arranger, espérons, tout simplement. Et donc vous pensez que dans plusieurs pays d'Afrique, les droits d'auteur seront un jour respectés? Oui, je pense qu'un jour ça va arriver, comme au Ghana, comme au Nigeria, comme en Côte d'Ivoire, comme ailleurs. Et tout, il y a les pays qui ont compris cela aujourd'hui et qui frappent la main sur la table et qu'aujourd'hui tout se passe très bien. On espère qu'un jour ça va s'arranger et que les musiciens camerounais pourront jouir de leur boulot, quoi. Mi-ange, mi-démon, le neveu de Jésus souffle le chaud et le froid au Cameroun. Mais pour le moment, même handicapé, parce que victime d'un accident en 2018 où il est en phase de rééducation, Petit Pays reste et demeure le grand maître du show au Cameroun. Pour voir le grand maître, le champion du monde. C'est Rabarabi le meilleur. C'est au vu de ce parcours élogieux, même s'il est parsemé souvent d'embûches, que la SABC, à travers sa marque Castelbière, a tenu à célébrer ce travailleur acharné et passionné, tout en reflétant la grande communauté des travailleurs, cet exemple de la passion, de la patience, mais surtout d'abnégation. Ce sera en musique, comme il sait le faire ce 1er mai, dans le confinement, depuis le Jardin d'Éden à Beaumont. Connectez-vous. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Fin de non-recevoir pour le matériel médical de l'initiative Survie Cameroun, initiative du professeur Maurice Kamto, ce jour au ministère de la Santé publique. Le président du comité de gestion de Cameroun Survie, cette initiative mise en place pour soutenir les Camerounais en difficulté et également aider les patients atteints du Covid-19. À la surprise générale, le premier don en matériel médical provenant du professeur Maurice Kamto n'a pas été réceptionné au ministère de la Santé publique. Une scène scandaleuse selon Christian
Christian Pendaïkoka, chargé d'acheminer ce don au ministère de la Santé publique destiné au personnel de santé. Il s'agit essentiellement de matériel médical important avec de nombreux tests pour faciliter le travail des personnels de santé. Et le ministre de la Santé publique a adressé une correspondance estimant que l'initiative Cameroun Survie doit se tourner vers le ministre de l'administration territoriale s'ils veulent contribuer pour la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie, avec un autre invité, madame, monsieur, Wilfried Kanga, depuis Francfort, en Allemagne. Bonsoir à vous, Cédric. Soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 21, c'est ça? Rendez-vous certainement, lundi. Ah, lundi. Demain, c'est le 1er mai, c'est ça? Et c'est aussi vendredi, Serge Alain. Et donc, c'est une nouvelle équipe qui entrera en scène. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.